Bonjour à tous. Avant d'attaquer la vidéo, je voulais préciser que la plupart de mes affirmations et la plupart des choses que j'ai dites ont été dites et sourcées dans ce livre, Tim Burton, l'itinéraire d'un enfant particulier, qui m'a énormément aidé pour mes recherches sur chacun des films. Bon, c'est pas parfait, hein, il met un peu trop en avant ce film qui n'est pas réalisé par Tim Burton, je le rappelle, mais en fait, c'est un film que je vous recommande si vous voulez en savoir plus sur la vie de Tim Burton. Moi, il m'a beaucoup aidé. Allez, bonne vidéo. Et tout cela nous donne sans doute le pire film de la carrière de Burton. Suite à cela, il va se mettre à la réalisation d'un film que beaucoup considèrent, mais pas moi, comme son dernier bon film. Big Fish. Mais avant toute chose, parlons de Daniel Wallace. Daniel Wallace est un auteur plutôt récent, né en 1959 dans l'Alabama. Il commencera sa carrière d'écrivain en 1998. Il sera ainsi l'auteur d'œuvres comme Le Roi de la Pastèque ou Au Grand Rosenfield. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son tout premier livre, Big Fish, a Novel of Mythic Proportions. L'histoire d'un fils qui cherche à découvrir la réalité sur son père, conteur d'histoires affabulatrices. C'est en 2000 que John August, scénariste entre autres du film d'animation Titan AE, tombera sur l'ouvrage et touché par l'histoire du livre, il convaincra la Columbia Pictures d'en acquérir les droits d'adaptation. À la base, le film devait être réalisé par... Non! Steven Spielberg! Eh oui, Steven Spielberg était à la base sur ce projet, ce qui n'est pas étonnant au vu de l'histoire et de la thématique centrale de ses films. Allez voir ma rétrospective. Mais finalement, il abandonnera le projet pour se consacrer à Arrête-moi si tu peux. Les producteurs envisageront d'abord Stephen Daldry avant de se tourner vers Tim Burton, et le scénario sera remanié par August. Et si vous vous demandez pourquoi Tim Burton a accepté le projet, en fait, c'est parce que le calendrier a été très ironique avec lui. Parce que peu de temps avant qu'on lui propose le scénario de Big Fish, donc un script qui va raconter l'histoire de relations entre un père et un fils, Tim Burton venait de perdre ses parents. Et la relation dans cette histoire lui a beaucoup rappelé la relation qu'il avait lui-même avec son père. Donc il a accepté. Ce fut d'ailleurs la même chose pour le producteur Richard Zanuck qui rentra très rapidement sur le projet. Dis donc, quand il s'agit d'histoire paternelle, ce livre semble parler à tout le monde. Pour le choix des interprètes, Tim Burton voulait au départ prendre Jack Nicholson dans le rôle de Edward Bloom, ce qui était également l'approche de Spielberg. Mais finalement, il prit deux interprètes, Albert Finney et Ewan McGregor, motivé par une certaine ressemblance entre les deux qu'appuiera le magazine People. Tiens d'ailleurs, Edward Bloom, Edward Wood, Edward aux mains d'argent, la trilogie des Edwards. Il recrutera également Jessica Lange et Alison Lohman pour interpréter Sandra Bloom ainsi que Billy Crudup pour interpréter Will Bloom. Et ce sera également une première hollywoodienne pour une actrice française que vous connaissez très certainement, Marion Cotillard. Et Daniel Wallace fera lui-même un petit caméo dedans.
Le graphique suivant, il est encore plus éloquent et il vous éclairera davantage. Il sera même... Citons également Danny DeVito, Helena Bonham Carter et... Miley Cyrus. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Le moins qu'on puisse dire avec ce tournage, c'est qu'il fut techniquement complexe. Le tournage, en fait, s'est fait sur 2 parties. La première partie qui se passait dans les moments présents, dans les moments où c'était réel. Et c'était d'ailleurs les scènes où Burton a voulu le moins exprimer son support artistique. Pour lui, il était très important que tout ce que l'on voyait dans ces parties-là était le plus proche de la réalité possible. Ce ne fut que dans les parties histoire qu'il se lâcha vraiment, tout en restant cohérent avec l'univers de l'ouvrage, et ce fut la partie la plus compliquée à tourner. Pourquoi ? À cause des tornades. Oui, Burton a réalisé la seconde partie en Alabama. Alabama, qui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le pays des tornades. D'ailleurs, une tornade a menacé la scène du cirque lors du tournage. Et parfois, les tornades passaient juste après les tournages. Une chose à préciser cependant, c'est que Tim Burton voulait le moins d'effets numériques possible. Sur tous les plans que l'on voit dans ce film, seuls 5 ont été faits avec un fond bleu. Burton voulait filmer avec des décors réels, avec des effets spéciaux réels, quitte à mettre réellement une voiture au sommet d'un arbre, quitte à engager véritablement un géant, Matthew McGrory, décédé en 2005 à l'âge de 32 ans. Tous ces efforts résulteront par un film qui globalement fut très bien accueilli par la critique, mais qui commercialement fit un flop, et qui dut compter sur les recettes internationales pour se rembourser. Est-ce que le film aurait mérité plus de succès ? Voyons cela. De quoi parle ce film ? Will Bloom est un jeune marié, bientôt père, mais qui est en froid avec son propre père, Edward. Ce dernier n'a jamais réellement raconté sa vie, la racontant toujours à travers des histoires fantasques. Mais Will va devoir se réconcilier avec lui lorsqu'il apprend que son père est mourant. Très honnêtement, je comprends pourquoi le public n'a pas adhéré à ce film, même s'il n'est absolument pas mauvais. En fait, le film ne se laisse pas regarder facilement. Il faut parvenir à adhérer à son histoire. Et le concept de son histoire, c'est quand même un homme qui, déçu de sa propre vie, ne peut s'empêcher de raconter des histoires affabulatrices. Cette romantisation de l'histoire de Edward Bloom va totalement imprégner le film qui va jouer à fond la carte du conte pour son déroulé. Même les parties réelles gardent toujours un aspect de fable, bien moins prononcé que pendant les histoires de Bloom, mais quand même. Ce parti pris artistique est à double tranchant. D'un côté, ça rend le film extrêmement mièvre. Et pour peu qu'on ne soit pas sensible à l'esthétique des fables ou des histoires pour enfants, le film nous perd assez vite. Mais d'un autre côté, ça permet à Burton de totalement exprimer le côté conte en y mettant des effets volontairement enfantins. C'est simple, le film hurle que les histoires de Edward Bloom sont des fables, et ils en prennent totalement la forme. S'il me revoit, il me prendrait pour un lâche. Je préfère être un repas qu'un lâche. Tenez. Commencez par ma main, ce sera un amuse-gueule. Je ne veux pas vous manger. Et c'est pour ça que les gosses jouent extrêmement mal dans ce film. Bon, je suis un peu taquin. Mais en même temps, c'est vrai, ils jouent mal. J'ai vu comment j'allais mourir. J'étais vieux et je tombais d'une échelle. J'étais pas vieux du tout. Non, mais voilà, quoi. J'aime beaucoup les histoires racontées car elles se permettent vraiment toutes les excentricités d'un conte. Le film épouse totalement sa nature et cela nous donne à plusieurs reprises des scènes très plaisantes. Oui, amusez-vous bien, amusez-vous bien. Elle est étudiante. Étudiante. Elle est étudiante. D'ailleurs, la photographie du film va jouer avec le réel et les histoires d'Edward Bloom. Quand on passe dans la partie, on va dire, histoire,
le film est plus lumineux, un peu plus doux, un peu plus onirique, un peu à l'ancienne. Des jonquilles. Ce sont vos fleurs préférées. Où en avez-vous trouvé autant? J'ai appelé tous les fleuristes dans 5 États. D'ailleurs, en parlant de l'imagerie, il est assez compliqué de voir la patte burtonienne dans Big Fish, du moins si on reste dans la superficialité des films de Burton, car en effet, le film Big Fish ne contient quasiment aucun aspect gothique, même la musique de Danny Elfman ne rend en rien hommage à la patte artistique si particulière des films de Burton. Et une autre chose que le film fait intelligemment, c'est que bien qu'on comprend rapidement que les histoires racontées par Edward Bloom sont totalement romancées, le film garde une frontière très fine, une ligne entre la réalité et les histoires racontées, en gardant quelques éléments des histoires racontées, comme le géant, ce qui permet de comprendre à peu de choses près les métaphores que nous raconte la vie d'Edward Bloom. En ce qui concerne l'écriture, je suis un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire que d'un côté, je comprends le message du film, mais de l'autre, je ne sais pas si j'y adhère. Parce qu'en somme, le film nous raconte l'histoire d'un père et de son fils qui ne parviennent pas à communiquer, parce que le fils veut connaître la vérité sur son père. Il lui demande à plusieurs reprises de savoir qui il est, car il va lui-même être un père et que ça le ronge, avant d'entamer une ultime réconciliation en racontant une histoire comme le père l'aurait racontée. Et cela donne un déroulé de l'histoire très intéressante. D'habitude, quand Burton va raconter la confrontation entre l'imagination et la réalité, c'est toujours un enfant ou un jeune homme qui a de l'imagination et qui va voir son imagination se confronter à la réalité. Mais là, pour le coup, le jeune homme est dans la réalité, l'enfant est dans le réel, et c'est un vieux, son père, qui va être dans l'imagination, ce qui inverse les rapports de force. C'est d'ailleurs ce qui va renforcer une thématique très présente chez Burton, la découverte d'un monde avec ses propres règles. Et ici, le monde en question n'est rien d'autre que l'imagination de Edward Bloom. Ceci dit, je n'aime pas comment le film force les choses pour donner tort à Will. Je veux dire, ok, je comprends le message, mais un fils a quand même des raisons très légitimes de connaître l'histoire de son père. Or, le film va mettre des grosses bottes pour nous hurler à la gueule « Will a tort! Will a tort! Will doit se contenter des histoires de son père !» Désolé, mais ça ne passe pas. En ce qui concerne les thématiques, Burton va se permettre un petit tacle envers la société américaine et surtout les investisseurs. Je lui ai parlé de l'engouement pour les investissements au Texas à cause du pétrole et de leur incidence sur les prix de l'immobilier. Et aussi de l'attitude laxiste des décisionnaires dans l'octroi des prêts qui avait terriblement affaibli les banques de financement. En entendant ça, il en tira immédiatement une conclusion. Je devrais aller à Wall Street. C'est là-bas que se trouve l'argent. Là, j'ai su que si ma carrière de voleur était finie, Edouard, merci pour le coup de main. la sienne ne faisait que commencer. Et il va également exploiter la thématique des marginaux de deux façons. D'abord, il y a les personnages qui parsèment les récits de Edward Bloom. Karl le géant, le cirque, la sorcière, les siamoises, tout le long du film va être parsemé de personnages hauts en couleur qui se font, dans la plupart des cas, rejetés par la société. Mais il y a également le personnage de Edward Bloom, sa manière de se comporter, cette vieille personne qui est restée un enfant dans sa tête, ce qui en fait une sorte de marginal, quelqu'un qui s'est réfugié dans son imagination pour rejeter le réel. Tous ces éléments font de Big Fish un film qui est certes intéressant, mais pas sans défaut et qui n'aura pas de bons retours commerciaux. Contrairement au film suivant qui lui aura un très beau succès, Charlie et la chocolaterie. J'en ai parlé lors de ma rétrospective sur Steven Spielberg, mais nous allons faire un retour rapide sur un auteur célèbre de romans pour enfants,
Roald Dahl. Roald Dahl est un auteur de romans qui a vu nombre de ses livres adaptés au cinéma, tels que Le Bon Gros Géant, The Gremlins, James et la Pêche Géante, Fantastic Mr. Fox, Sacrée Sorcière et j'en passe. Et le livre qui nous intéresse pour le coup, c'est Charlie et la chocolaterie. Un livre qui avait déjà d'ailleurs connu une adaptation en 1971, réalisée par Mel Stuart avec Gene Wilder dans le rôle principal. Adaptation que Roald Dahl détesta. Ce qui ne rendit pas les choses simples pour une nouvelle tentative d'adaptation. Il faudra ainsi attendre les années 90 pour que Roald Dahl meure et que ses héritiers cèdent les droits d'adaptation. À la base, le réalisateur devait être Martin Scorsese. Eh ben, entre Spielberg et Scorsese, on peut dire que Burton est le spécialiste des reprises de projets de Nouvelle Hollywood. Burton, grand fan de Roald Dahl, même s'il préférait Dr. Seuss, ne fut pas difficile à convaincre pour prendre le projet, avec Danny Elfman à la musique. Pour incarner le personnage de Willy Wonka, de nombreux prétendants se sont succédés, comme Brad Pitt, Michael Keaton, Robin Williams et même Marilyn Manson. Mais ce fut finalement Johnny Depp qui obtiendra le rôle et signera sa 4e collaboration avec Burton. Et pour les Oompa Loompa, un seul acteur a été casté, Deep Roy, que Burton répliqua des centaines de fois dans son film. On retrouvera également Helena Bonham Carter, Freddie Highmore et même Christopher Lee. Pas convaincu par les idées de base du studio, Burton reprendra l'écriture depuis le début avec l'aide de John August avec qui il avait collaboré pour Big Fish. Il rajouta par ailleurs plusieurs idées qui voulaient qu'il y ait une relation paternelle entre Charlie et Willy Wonka, là où Burton voulait vraiment lui donner un aspect de psychopathe. D'ailleurs, il a même rejeté l'idée de faire de Willy Wonka une sorte de Michael Jackson. Par ailleurs, le travail sur les décors a été un boulot de titan parce que, encore une fois, Burton voulait limiter l'utilisation d'effets numériques et donc il a fallu mettre en place de véritables effets physiques. Par exemple, vous voyez les écureuils ? Eh bien, beaucoup d'entre eux sont de véritables écureuils dressés. 40 au total. Les dresseurs devenaient fous. Et la rivière de chocolat était réellement en chocolat. 120 000 litres de chocolat liquide fournis par la société Nestlé. J'ai faim d'un coup. Et tous ces efforts ne furent pas vains parce que Charlie et la chocolaterie fut un très beau succès au box-office. Était-ce mérité ? Voyons cela. De quoi parle ce film ? Charlie est un petit garçon pauvre et fasciné par la mystérieuse chocolaterie de Monsieur Willy Wonka. Mais un jour, il a l'occasion de la visiter avec 4 autres enfants, découvrant un monde des plus étranges et magnifiques. Quand je me suis revu ce film dans le cadre de ma rétrospective, je ne m'attendais pas à l'autant aimer malgré ses défauts. Bon, déjà, en plus gros défaut, on peut citer ses effets spéciaux numériques, qui ont tellement mal vieilli, je suis même certain que certains étaient déjà vieux au moment de la sortie. Ouvrez ? Yark. Rajoutons aussi que Charlie et la chocolaterie est un film pour enfants et qu'il en a quelques défauts, comme quelques passages beaucoup trop mièvres, notamment autour de Charlie, qui est le petit enfant modèle sans défaut, ce qui n'aide pas à le rendre intéressant. On partage ? Oh non, Charlie, pas ton cadeau d'anniversaire. Cette tablette est à moi. J'en fais ce que je veux. Notons aussi quelques passages avec de gros manques de subtilité, comme la chanson de Mike. Vraiment le plus important, à ma connaissance, le plus important à ma connaissance concernant les enfants, c'est jamais les laisser devant la télé, et mieux encore n'installer pas cette chose idiote qui rend gaga. Ouais. Et c'est dommage, parce que le reste est incroyablement bien maîtrisé. Tout comme Big Fish, Charlie et la chocolaterie se veut être un conte. Il va donc en aborder la forme et les fonds. Mais dans Charlie et la chocolaterie, je trouve que c'est bien mieux maîtrisé.
que cela passe beaucoup mieux. Il y a deux choses qui font la force de cela. Déjà, contrairement à d'autres films pour enfants, le film prend son temps avant d'aller vraiment dans l'élément central de l'histoire, à savoir la chocolaterie. Le film ne va pas hésiter à mettre quelques faux moments qui auraient été parfaits pour donner le moment où Charlie aurait découvert le ticket d'or qui le mène à la chocolaterie. Tout ça pour qu'au final, ce moment survienne dans un moment hasardeux, dans un moment totalement banal, après nous avoir envoyé quelques faux signaux. Bon, après, le suspense n'est vraiment qu'à moitié, hein, parce qu'on sait que Charlie va être dans la chocolaterie de Willy Wonka. Je veux dire, pour peu qu'on ait un peu de recul, le gain de temps n'est pas vraiment nécessaire. Autre chose qui fait la force de cela, c'est que bien que ce film soit pour enfants, il n'hésite pas à avoir des moments que l'on peut qualifier de dérangeants ou de glauques. Bon, pas au niveau d'un film d'horreur, mais il n'empêche qu'il en reprend certains codes. Comme une grosse myrtille. En fait, le film me fait beaucoup penser à Gremlins de Joe Dante. Le film reste léger tout le long, mais il ne va pas hésiter à exploiter quelques moments dérangeants, ce qui donne des mélanges de genres plutôt appréciables. Par exemple, les passages de l'enfance de Willy Wonka. Non mais matez-moi cet appareil de torture posé sur un gosse. À chaque fois que je voyais les passages avec ce truc, j'étais vraiment pas à l'aise. Et ce qui accompagne bien ce genre de moments, c'est la musique. La composition de Danny Elfman est tout simplement excellente, mélangeant une histoire pour enfants et une histoire d'horreur un peu gothique très identifiable. Et je ne parle même pas des chansons des Oompa Loompa. Chansons qui sont toutes géniales. Elles ne sont pas courtes ni envahissantes et s'insèrent extrêmement bien dans le récit. Peut-être parce que contrairement à la plupart des comédies musicales, leur chanson est intradiégétique, pas extradiégétique. D'ailleurs, si je trouve que les effets numériques sont globalement moches, je dois quand même souligner et applaudir la performance d'avoir répliqué Deep Roy des centaines de fois. Double challenge d'ailleurs, parce qu'il a en plus été rapetissé virtuellement. Avant de parler de ce qui fait vraiment la force de ce film, j'aimerais parler des thématiques de Burton et des messages de fond que le film nous fait passer. Déjà, en ce qui concerne les messages du film, il est évident que Burton nous parle surtout des enfants et de l'impact néfaste de la société sur les enfants et leur capacité à s'émerveiller. C'est pas subtil, mais je trouve que la personnalisation de ces impacts marche à merveille. Entre le gourmand gaspilleur, la peste pourri gâtée, l'ambitieux égocentrique et le génie destructeur, nous avons là, je trouve, un très beau panel d'enfants modernes qui n'arrivent plus à s'émerveiller des contes. Enfin, sauf Charlie, qui devient du coup le personnage le moins intéressant du film. Mais parlons de la vraie force du film. Willy Wonka et sa chocolaterie. En ce qui concerne la chocolaterie, le travail des décors est juste impressionnant. On a vraiment la sensation d'entrer dans un univers particulier. Et le plus beau dans tout ça, c'est que Burton a parfaitement utilisé cette thématique pour façonner un monde nouveau avec ses propres codes, ce qui est l'une des deux thématiques les plus récurrentes. Le thème de la chocolaterie, c'est évidemment la confiserie, les sucreries. Et là où le monde créé prend de l'ampleur, c'est que le film n'hésite pas à être dans l'absurde, à prendre au premier degré des concepts farfelus qui marchent dans le monde de Willy Wonka. Crème fouettée. Précisément. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que malgré son univers farfelu et absurde, le monde de Willy Wonka, la chocolaterie, garde de la cohérence, de la logique dans son absurdité, montrant que ce n'est pas juste des loufoqueries ici et là, mais une véritable volonté artistique de penser tout un univers.
Cette volonté est encore plus affirmée quand on voit que Burton s'est amusé à caler 2 références cinématographiques dans Charlie et la chocolaterie. Psychose de Alfred Hitchcock et 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Et toute la logique, tout l'univers de la chocolaterie est incarné par un personnage représentant métaphoriquement Burton, Willy Wonka. J'adore le personnage de Willy Wonka dans ce film, car il épouse totalement le côté enfantin et le côté glauque que voulait instaurer Burton en lui. On dirait un mélange entre Michael Jackson, le magicien d'Oz et un tueur en série. Ce tuyau, il se trouve qu'il mène directement à la salle où je fabrique le plus délicieux des fondants à la fraise enrobés de chocolat. Alors il sera transformé en fondant à la fraise, enrobé de chocolat, et il sera vendu au kilo dans le monde entier? Non, je ne le permettrai pas. Ce serait affreusement mauvais. Vous imaginez un gloop fondant chocolaté à l'Augustus? Oh, personne n'en voudrait. À plusieurs reprises, on le voit calculateur, malicieux, manipulateur, mais également nerveux, un peu stupide, immature et lunatique. Ce personnage est montré comme étant un esprit brillant, mais qui a des pets de travers dans le casque, le rendant associable. N'était-ce pas magnifique? J'avais peur que ce soit un peu too much avec le couplet du milieu, mais ce final... Waouh! Ce qui en fait la source principale d'humour et parfois d'inquiétude. Ce qui en fait allez, un effort, un marginal. Et oui, la deuxième thématique des films de Burton. En plus d'être une incarnation de lui-même en tant qu'artiste qui s'est enfermé sur lui-même après que le monde réel l'ait rejeté, à ceci près une subtilité dans ce film. Une subtilité que je ne peux pas m'empêcher de trouver touchante. Dans Charlie et la chocolaterie, Willy Wonka s'est disputé avec sa famille. Mais il se rend compte qu'il avait besoin de cette famille. Que ce manque de relation familiale l'a enfermé dans un cocon et que cela lui manquait, cela était un frein pour lui, jusqu'à ce qu'il se fasse adopter par la famille de Charlie. J'y vois là un cri de détresse de Burton. Dans Big Fish, le personnage de William doit s'adapter à Edward, à son univers, peu importe ses envies légitimes. Mais dans Charlie et la chocolaterie, c'est différent. Dans le film, Willy Wonka a un manque vis-à-vis de sa famille. Ses manques de communication avec son père, son envie d'être libre, et finalement, sa source de vide, sa famille qui lui manque. Lui qui avait perdu ses parents, lui qui s'était disputé avec sa famille, lui qui avait créé son propre monde et qui avait instauré une distance entre lui et ses proches, et ben dans ce film, Burton nous montre que ça lui manque. Que ça lui manque sa famille. Que ses parents lui manquent. Et qu'il aurait voulu se réconcilier avec eux avant leur mort. Puis vient les noces funèbres. Tout commence au XVIe siècle. Ouais, ça date, ouais. Notamment avec une légende juive de l'Europe centrale, la mariée morte. Pour la faire court, il s'agit de l'histoire d'un homme sur le point de se marier et qui, par accident, met son alliance au doigt d'une femme morte qui veut devenir son épouse. Il doit alors se dépêtrer de cette situation pour pouvoir épouser la femme qu'il aime. En 1995, l'une des têtes pensantes de Pixar propose le pitch d'une adaptation de cette légende à Tim Burton. Celui-ci, sortant de la production de L'étrange Noël de Monsieur Jack, fut très intéressé par le projet et se mit au travail sur un script. Sauf qu'à l'époque, L'étrange Noël de Monsieur Jack s'était pas encore reconnu comme étant un succès. Et du coup, tout le monde était passé à autre chose.
dont Tim Burton. Mais en 2004, le projet revient sur le devant de la scène, et cette fois-ci, Burton sera bel et bien le réalisateur du film avec l'assistance de Mike Johnson, avec qui la collaboration se déroule à merveille. Et ils ont même eu le droit à une visite durant la production du film. Ray Harryhausen, un des maîtres de l'animation auquel les Noces funèbres n'hésitent pas à rendre hommage d'ailleurs. Le tournage du film se fera majoritairement au studio 3 Miles à Londres et sera plus ambitieux que les films en stop motion avant lui. Déjà au niveau des décors, la production a utilisé énormément de décors. Selon Nathan Lowry, à peu près le double, voire le triple d'un décor d'animation classique. Ensuite, les créateurs de marionnettes, Ian McKinson et Peter Sanders, ont innové pour les Noces funèbres. En effet, lors de ce film, ils ont eu l'idée de créer une armature métallique pour les marionnettes, ce qui leur donnait une stabilité nécessaire pour le film. En plus de cela, il y avait un petit système dans la tête des marionnettes qui permettait une plus grande variation des expressions faciales. Et ce sera à nouveau Danny Elfman qui se mettra à la musique, la 12e collaboration entre lui et Burton depuis le début de sa filmographie. Pour la distribution, Tim Burton engagera à nouveau Helena Bonham Carter et Johnny Depp. Johnny Depp qui, par ailleurs, a fait sa toute première fois dans le cinéma d'animation. Citons également Emily Watson, Albert Finney et Christopher Lee. Et les Noces funèbres seront un énorme succès critique et commercial, rapportant plus de 100 millions de dollars au bénéfice. Ce qui fit du bien à Burton qui en avait bien besoin. Était-ce mérité ? Voyons cela. De quoi parle ce film ? Victor, par un mariage arrangé, est promis à la jeune Victoria. Oui, je sais. On va y revenir. Mais par un concours de circonstances hasardeux, il va se retrouver marié à Emily, une femme morte. Je vous avoue que lors de mon révisionnage, j'ai trouvé ce film moins bon que dans mes souvenirs. Disons que sur l'écriture, il pêche un peu. En fait, le souci principal, c'est qu'il est trop court. Du coup, l'histoire qu'il raconte se fait à un rythme effréné, ce qui rend certaines situations assez involontairement ridicules. Je veux dire, le mec vient à peine d'apprendre que sa promise va en épouser un autre, et il veut déjà se tuer sans se poser de questions. De plus, comme le film doit aller assez vite, il n'a pas le temps de poser sa narration et ses concepts. Du coup, il manque énormément de subtilité. Genre là. Je n'ai pas la mémoire des dates. Apparemment, j'ai un jour d'avance sur la cérémonie. Ceci est un méchant. Ouais, je sais, on aurait du mal à le croire avec sa tête si sympathique. Et on y retrouve quelques facilités, voire paresses d'écriture. Encore une fois, Victor, Victoria. Mais bon, mollo, je suis médisant depuis tout à l'heure, mais Les Noces funèbres, ce n'est absolument pas un mauvais film. Parce qu'il y a une chose qui rattrape absolument tout. L'aspect technique et visuel. Visuellement, déjà, on peut dire ce qu'on veut, c'est un 10 sur 10. L'animation est d'une fluidité au point que l'on a parfois du mal à se dire que c'est de la stop motion. Et pourtant, ça l'est. Non mais regardez-moi l'animation des cheveux. Et la voilure de la mariée. Nom de Dieu, la voilure de la mariée est tellement fluide, c'est du bonbon pour les yeux à ce niveau-là. Tu m'étonnes que les animateurs ont planché des mois là-dessus. Le résultat se voit. Une autre chose qui est également très appréciable, c'est l'univers marqué de Burton. En effet, les Noces funèbres dans le design de ces personnages respirent le Burton. C'est très exagérément caricaturaux, les visages cernés et filiformes de certains, et un monde des morts très créatif dans les aspects qu'il évoque. Par ailleurs, ce film est encore plus burtonien quand on voit la différence de traitement entre le monde des morts et le monde des vivants. Dans le monde des morts, c'est très vivant paradoxalement. Il y a beaucoup de couleurs, c'est très chantant, un petit peu comme le monde des morts dans Beetlejuice. Par tous les sangs, je crois qu'on a un palpitant parmi nous. Oh, est-ce qu'il a un frère mort? Il est encore tendre. Partons un toast. De l'autre côté, le monde des vivants est très sombre, très terne, avec une colorimétrie proche du noir et blanc, un petit peu comme dans Sleepy Hollow. Oh,
Oh, bonté divine, oh, c'est grandiose et d'un goût, c'est exquis. C'est magnifique, pas vrai? On y retrouve également un humour noir qui fait mouche à plusieurs reprises, notamment parce que cette fois-ci, on le mêle à un humour absurde qui se couple parfaitement avec l'histoire du film. Je vous interdis d'entrer. Arrière! Arrière! Parlez-moi fort, on est dans une église. Bonsoir. Un autre aspect visuel que l'on a évoqué avant la critique, mais dont nous devons d'en parler, ce sont les décors. Les décors sont gigantesques pour un film d'animation, et sont juste magnifiques. La ville, la forêt, le monde des morts, tous ces décors sont vastes et se permettent aux personnages de vraiment vivre dans un univers travaillé. Il faut savoir que Les Noces Funèbres, c'est une comédie musicale, avec pas mal de chansons. Et au niveau de la qualité des chansons d'ailleurs, il y a à boire et à manger. Certaines chansons sont très bonnes, très entraînantes, très prenantes. On a beau prier, on a beau se cacher, quand l'heure a sonné, bonjour les bacavés. Tandis que d'autres... Quoi? Je suis morte et pas elle, mais je sens poindre en moi des larmes nouvelles. Il faut quand même souligner la musique que je trouve excellente dans ce film, l'ambiance sonore de Danny Elfman, et encore plus les mélodies au piano. Danny Elfman a fait un travail incroyable pour nous mettre dans une légende à la fois poétique et gothique. Parlons maintenant du fond. Si le film se permet toujours un petit tacle sur la société, avec notamment une critique sur les calculs politiques et les calculs pour les profits qui demandent à ce que tout se déroule selon nos plans, Selon notre plan. Marions notre fille, Selon notre plan. afin que cette famille retrouvera enfin fortune et bien-être. nous avons surtout une thématique centrale, celle de la mort. Alors oui, Burton a toujours écrit la mort de manière amusante et attachante dans ses films. Ceci dit, il n'avait que très rarement fait une aussi grosse opposition entre la vie et la mort. Je veux dire, le dernier film qui avait montré la mort de manière très fun et amusante, c'était Mars Attack. Et l'opposition entre la mort et la vie, en embellissant la mort, faut remonter à Beetlejuice. Je ne pense pas que le film avait pour but de servir de catharsis à Burton après la mort de ses parents. Le film a été écrit en 1995, je rappelle. Ceci dit, cette analyse n'est absolument pas déconnante. Alfred? Oh. Mais vous êtes mort depuis plus de 15 ans. Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Et on retrouve également les deux thématiques principales de Burton, les marginaux et la découverte d'un monde qui a ses propres codes. En ce qui concerne les marginaux, ça va aller vite. Victor est un peu un inadapté dans le monde des vivants, il n'a pas l'habitude de leurs règles, et bien que lui et Victoria se plaisent, je ne m'y ferai jamais assez non. Il est plutôt du genre à ne pas vouloir se mêler des us et coutumes de la société des profits. En ce qui concerne la découverte d'un nouveau monde, là c'est l'évidence même. Il s'agit du monde des morts. La manière dont les nouveaux sont accueillis, les manières d'arriver dans le monde des vivants, leur fonctionnement et même certains principes du mariage, le film prend un peu de temps de nous montrer comment fonctionne le monde des morts, ce qui le rend attrayant et bien plus palpable. En bref, Les Noces Funèbres, c'est un excellent film de Tim Burton. Et ce dernier devait être dans sa période comédie musicale, parce que il enchaîna avec une troisième comédie musicale,